Où se trouve le journaliste Ferdinand Haïté? C'est l'une des questions de la semaine qui s'achève. Semaine qui devait être sans grande histoire, si ce ne sont des histoires des femmes célébrant diversement le 8 mars. Le même jour, Ferdinand Haïté, Isidore Kouonou et le regretté Joël Léga devraient être de nouveau entendus par un juge. Le mercredi 8 mars, les femmes ont effectivement célébré en Pagne leur journée. Les débats pour ou contre ces fameux pagnes n'ont pas empêché des colloques et réflexions, mais aussi musique et danse. C'est devenu une tradition. La surprise est plutôt venue la veille et a pris diverses terminologies. Convocation, scric, disparition, alerte, puis signe de vie. Je suis plus ou moins à l'abri du danger. C'est ainsi que le journaliste Ferdinand Haïté résumait sa situation cette semaine. Ce résumé n'a sans doute pas été écrit depuis Aflao Sagrado, son domicile. Mais où est-il? Maintes fois convoqué dans le cadre de son travail, maintes fois présent aux différentes convocations, le confrère n'a-t-il pas vu et entendu ce que tout le monde n'a pas vu et entendu? Il a promis des détails, les Togolais attendent. En attendant, les journalistes se posent des questions notamment sur leur sécurité. Jeudi, un ambitieux projet en faveur de la liberté d'expression et des médias et la protection des défenseurs des droits de l'homme au Togo a été lancé à Lomé. Il n'y a pas eu que ce projet cette semaine puisqu'un nouveau mouvement citoyen a aussi vu le jour. La lumière pour un développement dans la paix a porté les griffes de l'ancien député Uroakpo Tchanyao. Que va-t-il apporter de plus pour plus de démocratie et d'alternance au Togo? Le combat pour l'alternance a contraint certains Togolais à l'exil. Exemple, Monseigneur Philippe Fanoko Poduro obligé de confirmer lui-même son décès. Je suis heureux de confirmer mon décès, mettant fin à des rumeurs qui l'ont envoyé dans les seins d'Abraham. Qui est pressé d'écrire, reste une piste sur les photos de l'ancien archevêque de Lomé. À Lomé, c'est la rentrée des partis politiques après celle des Forces démocratiques pour la République, FDR. C'est la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, qui vient de tenir son congrès. Ne se prépare-t-il pas ainsi à prendre part aux prochaines échéances électorales? À la CENI, on se prépare effectivement à l'organisation du scrutin. Les présidents des commissions électorales locales indépendantes sont connus. Reste à connaître le calendrier des élections législatives et régionales. Ces dernières sont une nouveauté, un peu comme le tribunal militaire. 7 magistrats vont désormais se charger de juger des militaires dans plusieurs milieux. Au Togo, on parle d'une énorme avancée, mais qui seront ces premiers militaires à passer devant les juges? Probablement que de nombreux Togolais attendent là aussi de savoir. Nous sommes le dimanche 12 mars 2023. Bienvenue au D12 de Pyramide FM. Ce dimanche, notre invité nous vient des Forces démocratiques pour la République FDR, Dr James Amaglo, également maire de la commune de Golfe 2. L'émission est mise en onde par Boga Koudoyor. Dr James Amaglo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu. Puisque vous êtes également maire d'une commune, je voudrais demander d'abord comment se portent les populations de votre commune. La commune Golfe 2, malgré les difficultés, par la grâce de Dieu, se porte bien. Il me plaît aussi, chaque fois que j'ai en face de moi un maire, de lui demander de nous situer un peu vaguement la commune Golfe 2. Vous l'avez fait une fois ici déjà, mais vous voudrez bien refaire cet exercice-là. Oui, avec beaucoup de plaisir. Mais permettez-moi d'abord d'exprimer toute ma gratitude et ma séduction chaque fois que je suis avec vous. Tout à l'heure, j'ai constaté encore la densité, le professionnalisme, la profondeur de l'entrée, du résumé des événements de l'actualité de la semaine. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Je suis heureux que vous ayez commencé par cette interpellation forte par rapport à votre collègue Haïté. C'est Haïté, oui. C'est Haïté. C'est Haïté Ferdinand, voilà. En tant que journaliste, je crois que la liberté de presse est un acquis et on ne peut plus intimider qui que ce soit. Je me réjouis que vous avez su trouver les mots justes pour défendre la cause, pour interpeller les consciences des uns et des autres. Merci. Nous aurons le temps de revenir longuement sur cette actualité. Maintenant, la commune Golfe 2, le territoire de la commune Golfe 2, nous avons une superficie de 15 km² avec une population de 200 000 habitants, confirmé par le dernier recensement des populations de l'habitat. C'est le pôle urbain du Grand Lomé. Pour le localiser, vous arrivez à la Colombe de la Paix, vous prenez le boulevard Jean-Paul, non pas Jean-Paul de boulevard Yadema,
jusqu'au feu rouge de l'université. Vous rentrez dans le boulevard Accueilli, pharmacie Yembla, la rue qui sépare la caisse, vous venez jusqu'à MRS Novici. Vous tombez sur le boulevard Jean-Paul II et vous montez vers le stade et vous arrivez jusqu'à ce que nous appelons échangeur, le pont en allant vers Diaglé. Voilà. Notre limite, c'est là. Nous faisons en face le stade, ce n'est pas sur notre territoire, mais en face, c'est sur notre territoire. Et maintenant, vous prenez le grand contournement. Vous prenez le grand contournement jusque la bretelle, derrière l'aéroport. Il y a une bretelle, le petit contournement, il y a une bretelle là qui rejoint le grand contournement. Ça s'arrête là, au feu rouge là. Voilà. Tout ce qui est en deçà, c'est-à-dire à l'intérieur, c'est notre territoire. Tout ce qui est au-delà, selon les délimitations, c'est le Golfe 1. L'aéroport est entièrement dans notre territoire. Sa façade, le derrière de l'aéroport, c'est dans le Golfe 1. Vous arrivez à Gaputo, rond-point de Gaputo. Vous prenez le boulevard qui part devant la direction de Mouve jusqu'à arriver encore à TMB. Là, on va les mêmes jusqu'à la Colombe de la Paix. Ça, c'est le territoire du Golfe 2 avec les quartiers Tokoin, Tamé, Tokoin, Nyonam, Witi, et Djiranawe 1, et Djiranawe 2, Kégué, Kelebougan, voilà, Atiégou. C'est ça qui fait la commune Golfe 2. Vous nous avez dit tantôt que les populations de votre commune se portent relativement bien, mais on sait aussi que nous sommes en mars. Et là, nous sommes aux portes de la saison des pluies. On sait également que votre commune, tout comme la plupart des communes de Lomé, sont souvent confrontées à des affres, et des inondations. Ce dimanche, les nuages s'amoncellent un peu dans le ciel de Lomé. On ne sait pas s'il finira par pleuvoir. Mais comment est-ce qu'on se prépare là-bas, dans le Golfe 2, pour faire face à la nouvelle saison des pluies? Dans le Golfe 2, nous nous préparons. Comme vous l'avez dit, nous sommes une zone où il y a des dépressions, des bassins de rétention d'eau ou des dépressions naturelles qui, avec l'occupation anarchique un peu du territoire, il y a des gens qui sont, quand il y a les pluies comme ça, on a des problèmes. Nous avons le bassin de Bézé, nous avons la zone de Tanto, nous avons la zone de Witi. Il y a un certain nombre de zones comme ça qui sont des zones inondables. Et chaque fois quand la saison des pluies approche, nous tremblons. Et nous avons commencé à réfléchir à tout ça, plus particulièrement cette année. Nous avons réfléchi à Tanto, où il y a des aménagements qui font que la zone devient une zone à très grand risque. Mais je suis très heureux de vous annoncer que la dernière fois, le vendredi dernier, nous avons été conviés à la primature sous la responsabilité de Madame le Premier ministre pour parler des menaces des pluies qui s'annoncent avec tous les ministères et toutes les grandes directions qui s'intéressent à l'assainissement. Et donc là, nous étions là, tous les ministres, je dis tous les ministres, tous les maires du Grand Lomé et les ministères de la sécurité, avec tous ces démembrements qui s'occupent de la sécurité, le ministre des TP, le ministre de l'urbanisme, de l'assainissement, voilà, le ministre de la santé, tout le monde était là. Et on a parlé et on nous a rappelé encore à nos responsabilités et on a parlé également de nos difficultés. Et il y a un suivi qui se fait. Nous allons prier que cette fois-ci, nous soyons à la hauteur dans la prévention de tout ce qui peut arriver. Nous, dans notre commune, les zones à haut risque, nous les connaissons. Nous avons des points focaux pour sensibiliser nos concitoyens de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils ne doivent pas faire pour que leur vie soit en sécurité. Et nous avons tenté, avec nos maigres moyens, d'agrandir la capacité de rétention d'eau du bassin de Bézé qui est en plein centre-ville, qui n'a pas eu une grande surface, mais nous avons réussi à curer et multiplier sa capacité de contenant d'eau par 3. Maintenant, il reste à chercher l'exutoire du surplus d'eau ou avoir une pompe d'une forte capacité pour faire partir l'eau. Donc, c'est là aussi un de nos problèmes. Il y a les points critiques au niveau de Akbakiba. Nous avons également réussi à passer un marché. Ce travail est fait avec quelques petites insuffisances, avec les petites pluies qui ont été corrigées. Et derrière Edaoba, nous avons également une zone critique là qu'on a essayé de régler.
Bon, nous avons cette chance que le ministère de l'Environnement, je dis de l'Environnement, de l'Urbanisme et de l'Assainissement, nous sommes bénéficiaires de certains travaux dans la zone Aignan. Et tout ça là, on prie pour que les travaux se fassent vite et que nos populations soient à l'abri des drames que ces pluies-là créent souvent. Vous avez dit tantôt que vous avez eu une séance de travail au niveau de la primature avec la présence effective de plusieurs ministres. Entre-temps, il y a un certain nombre de questions liées au rapport que les nouveaux maires entretiennent avec le ministère de l'administration territoriale, par exemple, pour ne pas le nommer. Visiblement, c'est un peu comme si les choses se sont nettement améliorées. Non, je crois que la décentralisation est une opportunité, en même temps aussi une école. De tous côtés, on est en train d'apprendre. Et le ministère de tutelle qui nous accompagne, des fois il y a certaines petites incompréhensions, mais tout est une question d'approche et de style. Et donc, je crois que progressivement, nous avançons, ils nous accompagnent. C'est vrai que nos besoins sont énormes, nos responsabilités sont énormes, et nous avons des problèmes. Et nous aurions souhaité qu'on nous accompagne davantage. Et donc, on s'entend et on s'organise, on avance. On a constaté également sur le territoire de Grand Lomé que des travaux de réfection de plusieurs axes routiers sont en cours. On en a vu par exemple dans Golfe 1, on en a vu dans Golfe 3 si je ne me trompe pas, et dans Golfe 2 par exemple. Est-ce que vous avez de nouveaux chantiers en ce qui concerne les routes secondaires? Dans Golfe 2, nous avons aussi des chantiers. Le boulevard Jean-Paul II qui a été réalisé, on est en train de paver les abords de ces rues pour faire des trottoirs. On est en train de paver un travail intense qui est en train de se faire. Nous nous réjouissons. Donc, de la campagne de désencombrement des abords des rues, Jean-Paul II, on va désencombrer et en échange, les populations verront que c'est réaménagé, ce qui fait la joie de presque tout le monde. Vous avez parlé de Golfe 1 et Golfe 3, oui. Nous aussi, on a bénéficié au niveau de la zone Aignonam. C'est une zone qui est une zone où il y a les inondations, les eaux de pluie ne trouvent pas leur passage. Dieu merci, nous avons aussi bénéficié au niveau du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement d'un projet dans ce quartier où on va faire des caniveaux et il y a un grand canal également dans le grand aménagement du Grand Lomé qui passe dans la zone là pour faire partie de toutes les eaux et on prie que ça se réalise le plus rapidement possible pour que nous puissions avoir des nuits tranquilles quand il pleuvra. Quand on parlait du boulevard Jean-Paul II, il faut rappeler aux auditeurs que cette partie qui est située dans la commune Golfe 2 fait en réalité partie ou c'est une partie de l'axe qui quitte Lomé pour aller à Vaughan. Voilà. Mais il y a une question autour. Ce dont nous bénéficions, c'est du collège Saint-Joseph jusqu'au pont. Oui. Et c'est tout ça là qui sera pas. Oui, mais il y a une question autour de cet axe. On sait que la réflexion de cette route a soulevé beaucoup de polémiques parce que... Il y a énormément de problèmes autour de mais on a l'impression que c'est toujours pas fini cette route-là. Elle n'est pas finie. Bon, elle n'est pas finie, mais à notre niveau, là où nous nous trouvons, il y a eu de gros efforts qui ont été faits quand nous interpellons, nous sentons la promptitude des réactions. D'abord, c'était pour électrifier la voie. Quand on en parlait, en moins d'un mois, tout a été électrifié. Après, la séparation, puisque c'est un boulevard, la séparation au milieu, ça a été rapidement fait. Et au jour d'aujourd'hui, nous-mêmes, on croyait que c'est nous qui allons paver avec nos maigres moyens qui ne représentent pas grand chose. Et Dieu faisant bien les choses, on nous a même annoncé que les pavés vont se faire et ça se fait même au-delà de la surface que nous on croyait. On croyait qu'on allait faire seulement 1 ou 2 mètres de trottoir. Or, c'est tout l'emprise qui est pavé, ce qui nous donne une joie énorme et le rythme est très très accéléré, ce qui nous donne également, nous fait plaisir et nous exprimons toute notre gratitude à la ministre des TP et tous ses collaborateurs et à l'entreprise qui a le chantier. Donc c'est le ministère que vous avez dû interpeller alors? Oui, nous sommes allés faire un plaidoyer au ministère. Bon, on nous a écoutés, c'était madame la ministre des TP, elle nous a écoutés, mais sans nous avoir donné l'impression que... Mais elle avait positivement pris la doléance et le directeur des TP, tout ce monde-là se sont mobilisés pour que les choses s'accélèrent.
Et quand ils nous ont dit, bon, maintenant c'est OK, il faut désencombrer la voie. Et on nous a interpellés une seconde fois et quand on a commencé le désencombrement, immédiatement, les pavés ont commencé à se mettre en place et on était très contents. Donc, sans doute que les maires qui vous écoutent auront finalement compris qu'il faut de temps en temps interpeller, qu'il faudrait aller plaider. Parce que quand on regarde un peu le périmètre de la ville de Lomé ou du Grand Lomé, il y a dans certaines communes, on a l'impression que presque rien ne se fait. Quand je fais allusion à la commune Golfe 6, par exemple, force est de constater que dans cette commune-là, vers Baguida, c'est un peu comme si c'était oublié. Non, je crois que la décentralisation est une grande opportunité, une chance pour nos communautés à la base. Et nous avons, comme on dit, la chance n'a qu'un seul cheveu. Nous devons nous y accrocher, nous tous. Les autorités suprêmes de notre pays, nous, les élus locaux et les populations, on doit s'accrocher à la décentralisation qui a une chance. L'autorité doit davantage donner les moyens. Donner les moyens. Et nous, les élus, nous devons avoir de grandes ambitions pour nos localités et les populations doivent se mobiliser parce que, je me souviens encore, en 1962, le président américain a dit, dis-toi ce que tu fais pour ton pays, non ce que ton pays fait pour toi. Nous devons nous mobiliser. La décentralisation, c'est le développement du milieu par les fils du milieu et pour eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que l'État central n'a pas ses responsabilités. C'est clair que les collectivités ont une part importante du budget. Il faut qu'on mette cette part-là à disposition des collectivités et pousser les élus locaux qui sont habituellement les fils du milieu, les habitants du milieu, qui ont de grandes ambitions pour le milieu, exprimer leur leadership locaux pour que le milieu change. Et quand ça va se faire comme ça, je crois qu'on ne parlera plus d'une zone en retard au Togo parce qu'on donne les moyens justement à tous les milieux et les forces vives de chaque milieu s'organisent pour que davantage ça puisse briller. Et je crois que Baguida, c'est vrai, historiquement, c'est la capitale, c'est la première capitale du Togo. Et il y a des rues que moi je ne veux pas citer, mais qui constituent une vitrine pour cette commune. Il y a une obligation. Je ne sais pas, elle ne fait pas plus de 5 km. Si on fait ça, on aura changé le visage du canton, de la commune de Baguida. Et je crois que tout le monde se bat pour ça, que ce soit les collègues, l'exécutif de la commune Golfe 6, que ce soit les élus locaux, les chefs traditionnels, les personnes ressources de cette zone. Je crois qu'ils sont tous mobilisés et ça deviendra très rapidement réalité. Bien, merci, c'est noté. Vous avez parlé tantôt de la réfection des trottoirs au niveau de votre commune. Vous faites allusion au boulevard Jean-Paul II. Cela m'amène à ouvrir le dossier concernant les trottoirs. Depuis le 15 février, on sait que les trottoirs sont au cœur d'une actualité concernant le désencombrement de ces trottoirs-là. Comment est-ce que cette opération se déroule au niveau de votre commune? Au niveau du Golfe 2, je crois que ça se déroule comme dans les autres communes. Avant qu'on ne lance cette campagne de désencombrement, il y a eu un conseil de ministres. Et qui dit conseil de ministres dit présentation d'un dossier. Un dossier avant d'être présenté, c'est une étude bien présentée. Après, nous avons été conviés, nous les maires du Grand Lomé, plus des associations de différents corps de métier, à une grande réunion présidée par le ministre d'État, notre ministre de tutelle. Et à ses côtés, il y avait le ministre des TP, ministre de l'urbanisme, de la communication et autres. Donc c'est l'État qui a initié un projet. Bien que nous, au Golfe 2, on avait commencé un peu plus tôt. Et donc, c'est devenu un projet qui, disons, qui est peaufiné. En faisant l'état des lieux, il y a les populations qui se sont interpellées par l'anarchie qui règne sur nos rues, dans nos rues. Nous, les élus locaux, nous en sommes conscients, l'autorité suprême également, le gouvernement en est conscient. Donc, tous ceux qui sont intéressés, c'est le peuple, les citoyens, les habitants des communes, nous, les élus locaux et l'État central. Donc, sur ce plan, en termes d'état de lieu, il n'y a pas de divergence. Nous avons la même perception de la situation. Maintenant, comment y procéder? Je me souviens, on nous a dit, on veut des résultats. Et pour avoir ces résultats, il faut la pédagogie.
il faut la méthodologie. Et la dernière fois, quand tout a commencé, au dernier Conseil des ministres, on nous a rappelé la pédagogie, la méthodologie et la cohésion sociale. C'est cette approche-là que nous avons en étant sur le terrain, en sensibilisant, en poussant un peu, en faisant prendre conscience à nos compatriotes, et ça se produit. Nous avons, fait des réunions de quartier, nous avons fait des réunions avec les leaders locaux, les chefs traditionnels, les CDQ, les différents corps de métier. On s'est réunis, on est allé chez eux et on a identifié les rues pavées et bitumées de notre commune. On a fait au moins 6 groupes et avec les CDQ, les chefs et autres, on a fait le tour de ces rues-là, et là où il y a des problèmes, on les a sensibilisés une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, on leur a donné des avis de mise en demeure, et la dernière fois encore, on est allé sur le terrain pour faire, c'est le jeudi, on est encore allé sur le terrain pour faire le point de l'évolution du désencombrement des rues. Donc, pour voir qu'est-ce qui a été fait, les résultats obtenus, quels sont certains qui sont dans des situations terribles, mais qui sont des récalcitrants, qui ne veulent pas obtempérer, enfin, faire un pas de compréhension de ce qu'on est en train de demander. Et maintenant, il y a des situations particulières qu'il faut voir et réfléchir avant d'agir. Et donc, c'est ça, la semaine prochaine, on va refaire ce point-là pour avoir un état de lieu. Tout ce qui peut-être pourra nous dépasser, et on peut aller demander conseil, pour que la pédagogie soit respectée, la méthodologie soit là et que la cohésion sociale n'en souffre pas. Visiblement, on a compris relativement ce que vous expliquez, ou vous avez compris de ce que le gouvernement veut de vous, notamment en mettant en avant la pédagogie, parce que ma question c'est de savoir quelle est votre compréhension de cette pédagogie, parce que là, si je vous suis jeudi, vous avez fait le point, vous avez constaté qu'il y a certains qui sont partis et qu'il y a certains qui sont encore restés. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Nous irons et ensemble, parce que nous voulons l'adhésion de nos compatriotes à ce qu'on veut faire. Et si on sent qu'il a compris, mais il ne veut pas, alors que ce qui se passe n'est pas tolérable, quand ce n'est pas tolérable, ensemble, nous tous on fait le point, que ça, la situation que vous avez créée n'est pas tolérable, on ne va pas la tolérer. Donc, pour l'instant, si je comprends bien, dans Golfe 2, vous n'êtes pas passé à l'étape de dégagement par force, parfois, des occupants. Le dégagement par force, ce n'est pas ce qu'on nous a recommandé. C'est de sensibiliser avec beaucoup de pédagogie pour que les gens comprennent, méthodologie pour qu'ils puissent exécuter, et voilà. Donc, maintenant, je vous pose la question parce que... Honnêtement, moi, le résultat que nous avons obtenu pour le moment, pour moi, c'est au-delà de nos attentes. C'est au-delà de nos attentes. Et la seconde chance que nous avons, nous, quand les gens dégagent, il y a un long boulevard qui est là avec les pavés. Ça fait une chance. Il y a d'autres rues, les gens ont dégagé, mais les débris de leur départ est resté là. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'arrange? Parce que en partant, ils ont cassé ce qu'ils devaient casser, ils ont cassé, les choses sont restées. Qu'est-ce que nous faisons? Ça aussi, c'est une autre ignominie de la rue. Les rues ne sont pas là pour être... Est-ce que c'est tremblement de terre qu'il y a eu ici ou c'est quoi? Non. Il y a tout ça là aussi qui nous interpelle. Voilà. Il y a cette question, oui, sur laquelle je reviendrai dans un instant, ce qu'on fait quand on dégage. Mais quand vous regardez sur le Grand Lomé, on a vu des images dans certaines communes, des conteneurs étaient emportés carrément. Et on a vu l'intervention des machines pour dégager par force un certain nombre de commerces. Cela suppose alors que vous n'avez pas eu la même compréhension, vous n'avez pas la même compréhension des directives alors. Non, peut-être que sur le terrain, il y a des cas. C'est au cas par cas. Mais nous n'avons pas eu des cas où il faut aller prendre un tracteur ou un truc pour dégager. On n'a pas eu des cas comme ça. Nous avons expliqué avec beaucoup de pédagogie à nos compatriotes qui ont compris. Et plein se sont exécutés.
Il y a certains même qui voulaient se casser certaines choses. On leur a dit de ne pas être dans l'agitation, de bien réfléchir, de poser les actes. Parce que à la sensibilisation, nous on veut qu'ils fassent un pas de compréhension de ce qu'on veut atteindre comme résultat. Et c'est collectivement qu'on atteindra ces résultats qui seront durables. Si c'est un truc qui est fait comme ça mécaniquement, demain mécaniquement, ils vont poser d'autres actes. Nous voulons ensemble aller faire quelque chose et il faut que ça soit dans une sorte de complicité, dans le terme noble du mot, qu'on soit ensemble à réfléchir comment on le fait pour avoir les meilleurs résultats. C'était ça la pédagogie de notre conseil municipal et des agents de la commune Golfe 2. Et les résultats, je ne crois pas que d'autres communes ont plus de résultats que nous. Mais nous, pour le moment, ce n'est pas 100%, mais on est satisfait de ce qu'on a pu obtenir comme résultat. Ça veut dire que le chemin faisant, nous allons encore davantage évoluer. Ce début d'année, c'est clair que c'est l'une des situations qui préoccupent notamment dans le milieu des affaires. Vous allez dégager, vous êtes en train de désencombrer les trottoirs. Qu'est-ce qui va être fait à la place? Parce que vous avez constaté que certains commerces ont été dégagés, laissant sur place un certain nombre de débris. Est-ce que vous avez la possibilité de refaire ces emplacements qui ont été laissés dans des états souvent pas très intéressants? Non, je crois que la vie en communauté, c'est l'ordre et la discipline, les normes. C'est ça qu'on a voulu instaurer. On va le faire comme l'État souverain a dit de le faire, avec beaucoup de pédagogie et de méthodologie en tenant compte de la cohésion sociale. Nous sommes en harmonie et on avance. Maintenant, une fois c'est fait, c'est un travail humain. Il y aura les insuffisances et les points positifs. On va les mettre ensemble et on va améliorer au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons encore envoyé, nous étions sur le terrain pour faire l'état encore des lieux de ce qui est fait. Et c'est pour ça que je vous parle de lieux dégagés où il y a une sorte d'état des lieux qui n'est pas encore ça. Maintenant, comment on va réaménager le reste? Un État, toujours ses normes. Il y a les normes sur le plan international dont on peut s'inspirer, mais avec le temps, il y a certaines rues. Les kiosques ne seront pas possibles, même très embellis ne seront pas possibles. Il y a d'autres endroits, mais avec le ministère de l'urbanisme, le ministère des TP et autres, je crois qu'on va envisager quelque chose pour notre pays qui fera que le pays sera plus attrayant et le mieux vivre et fera mieux vivre pour tout le monde et pour tous ceux qui viendront dans notre pays. Il y avait la date du 15 février pour le début de cette opération. Est-ce qu'il y a un deadline? Est-ce que vous avez prévu finir cette opération à une date donnée? Bon, ce qui était la mise en garde, c'était jusqu'au 15 février. Après le 15 février, il faut encore aller un peu plus fort. C'est ce qu'on a fait. Et maintenant que c'est fait, du 15 février, aujourd'hui nous sommes peut-être le 15 mars, ça fera un mois. On peut faire le bilan. On peut faire le bilan pour véritablement apprécier quels sont les insuffisants, ce qui reste à faire ou ce qu'on a pu faire, comment on évolue. Je crois qu'on va faire le point. Et ce point, on le fera avec les autorités, puisque en conseil de ministres la dernière fois, on nous a encore dit on veut des résultats, mais avec pédagogie et méthodologie. Et je crois qu'il y aura un rapport final pour qu'on sache que quand on a fait le désencombrement, voilà ce qu'on a pu obtenir, voilà ce qui reste à faire, voilà les difficultés, voilà les avantages qu'on a eus, qu'est-ce qu'on fait des espaces libérés, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois qu'on veut que notre ville soit plus belle. C'est l'ambition de notre ministre de l'Urbanisme, c'est l'ambition de Madame la ministre des TP. Et donc, nous, au Golfe 2, on a commencé déjà par bénéficier de pavage des abords du boulevard Jean-Paul II, et ce qui nous rassure pour la suite des autres rues qu'on aura à désencombrer et comment on fait pour que les mauvaises habitudes ne se réinstallent. C'est ça notre grande interpellation, et nous, en conseil municipal, nous avons réfléchi pour voir comment sauvegarder et rendre pérenne ce qu'on a obtenu de positif. Nous avons lu quelque part que cette opération qui concerne pour l'heure les principales voies va s'étendre dans un deuxième temps aux petites rues. Je ne sais pas si c'est fondé ou pas.
Non, je peux dire que c'est fondé. Il y a dans certaines rues, vous rentrez dans vous secouez seulement la tête. Vous êtes surpris. Comment on peut se permettre certaines choses comme ça? Il y a certains qui vont jusqu'à occuper la moitié de la rue. Si celui qui est en face aussi occupe la moitié, c'est fini la rue, il n'y a plus de passage. Si vous l'avez occupé sur 6 mètres, l'autre en face aussi a le droit d'occuper ça comme ça. L'anomalie, c'est que nous aussi, on se permet d'aller couper des tickets, qu'on donne des noms, quel que soit le nom qu'on donne, ce qui veut dire que les gens sont là et paient pour ça, ça veut dire que nous adhérons à la chose. La norme, c'est que les rues soient libérées et qu'il y ait une norme de comment occuper les emprises des rues. Il y a une norme à définir. Rue secondaire ou rue principale. Dans une ville, toutes les rues sont bitumées. Dans une ville, toutes les rues sont bitumées. Et l'ambition, c'est de bitumer toutes les rues de la commune Golfe 2. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est que 15 km². C'est la porte d'entrée dans notre pays, la vitrine. C'est le pôle urbain du Grand Lomé. Toutes les rues doivent être bitumées et ce n'est pas compliqué. 15 km², ce n'est pas compliqué. Donc, il ne faut pas qu'on tolère l'anarchie qu'on ne veut pas voir sur les grandes voies, c'est dans les rues secondaires. Partout, ça doit être agréable. Et nous voulons nous organiser avec l'adhésion forte de nos administrés pour qu'on change totalement le visage de notre commune. Pourquoi pas pour que notre commune Golfe 2 soit une commune exemplaire, modèle, duquel tout le monde viendra s'inspirer. Et pourquoi pas en le faisant bien, l'autorité en disant, ah, si les populations ont su comprendre ceci, comment on les appuie pour les encourager à mieux faire. Ça, c'est notre ambition avec les CDQ, les chefs traditionnels de nos communes, de notre commune, les personnes ressources de notre commune. C'est ça notre ambition avec le PDC qu'on vient d'élaborer, qu'on va bientôt vulgariser. Je crois qu'on va essayer de tout faire pour être autour d'une vision de ce genre, pour que notre commune soit une commune avec sa taille et sa densité de population, que ce soit une commune qui fasse rêver tout le monde. Quand vous parlez de communes vitrines de la ville de Lomé, sans doute que vous faites allusion à l'aéroport qui se trouve dans... Oui, il y a l'aéroport, il y a le grand marché de Ridrana, oui, il y a la foire Togo 2000, il y a la maison du Hadji, il y a presque toutes les grandes institutions qui font la fierté d'un pays, c'est nous. Il faudrait que quand quelqu'un atterrit à Lomé sur 5-10 km, qu'il ne soit que dans la séduction. Après, même s'il y a d'autres choses qu'il voit après, et en repartant, il faut quand il rentre dans un périmètre également de 10-15 km, il faut encore, dans ses rêves, en partant, il dit, ah, Lomé, c'est la destination. Nous venons de faire un peu plus de 30 minutes avec le maire de la commune Golfe 2. En réalité, il est invité dans cette émission dans sa peau de coordonnateur au FDR au niveau de la ville de Lomé. Vous savez que les FDR ont fait leur entrée politique il y a 2 semaines. Mais sa présence nous a obligés à parler un peu de l'actualité liée à sa commune. Mais il y a cette actualité-là aussi, avant de parler de politique avec les élections qui vont venir. Je l'avais dit à l'entame de l'émission, Ferdinand Haïté, la question c'est de savoir qu'est-ce qui se passe autour de lui. Et le journaliste d'investigation, vous savez, était convoqué. Et on l'a appris que lundi, il était convoqué dimanche après-midi. Et puis après, il a disparu et puis il a donné signe de vie. Ce nouvel épisode-là, vous, en tant qu'acteur politique, comment est-ce que vous le vivez? Je crois qu'il faut prier que cette peur qui de temps en temps occupe la tête de nos compatriotes disparaisse totalement. Et tous ceux qui peuvent faire disparaître cette peur-là, qu'ils agissent. Moi-même, j'ai fui une fois mon pays. Même pas une fois, 2 fois. J'étais tout jeune, j'ai fui une fois. Après, je suis revenu, j'ai encore fui une seconde fois. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons le combat pour la liberté de parole. C'est acquis. On ne peut plus remettre en cause cette liberté-là. Nous avons acquis la liberté d'association. C'est fini. On ne peut plus inquiéter quelqu'un pour opinion politique ou de parole. Vous êtes des journalistes, vous avez le droit de nous. Vous êtes un 4e pouvoir. Et donner les informations, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas à faire trembler les gens inutilement. Donc, il faut que ça disparaisse. Donc, Haïté, prions que Haïté soit en vie. Et que ceux qui croient
Et ceux qui pensent que c'est à cause de que Haïti a disparu qu'ils appellent Haïti pour lui dire qu'il n'y a rien. Et d'assumer son retour. Nous avons un pays où on a l'obligation de nous protéger tous, qu'on nous protège. Vous avez fait une première fois, une deuxième fois, si ça ne vous gêne pas, racontez-nous. Vous étiez jeune, vous avez fait pourquoi? Moi, j'étais à l'université. Hein. On est venu me chercher à Lomé pour m'amener à Anéro au commissariat. Que j'ai écrit une lettre que mon papa a demandé d'écrire. J'ai été enfermé. Oh, c'est mon père qui a signé la lettre, ce n'est pas moi. Ça s'est passé. Après, mais votre père, il était c'est lui qui? le chef du village. C'était un problème politique? Mais c'était à l'époque un problème politique. Il dit qui est le responsable de ceci, il a écrit. Après, j'arrive là, l'autorité me demande si je suis à l'université, j'ai une bourse. J'ai dit oui. Il dit on va voir ta bourse là. C'est une menace, oui ou non? C'est une forte menace. Et j'ai cherché, je suis parti. La seconde fois, maintenant, on est revenu. C'est les droits de l'homme. Dans les années 90, où il faut faire le multipartisme. Moi, je suis militant d'un parti. On vient, on écrit sur moi, mieux que moi, je suis responsable de ceci. On est tous partis. J'étais parti. Après, je suis revenu. Je suis allé voir les autorités pour dire, me voici, ce que vous me reprochez, dites-le moi, me voici maintenant. Maintenant que la période de trouble est passée, me voici. Si vous me reprochez quelque chose, dites-le moi. Parce qu'on veut me lier à un coup de violence. Je ne suis pas violent, mais moi je dis ce que je pense et je le dis comme ça. Et je suis revenu, ils ont dit non, que ce n'est pas, c'est fini. Ah, à cette époque, vous étiez au CAR? J'étais au CAR, oui. Vous étiez allé où? À Cotonou? J'étais allé au Ghana. J'étais au Ghana. J'étais au Ghana, après Abidjan, après au Ghana et après je suis revenu. Beaucoup de Togolais, quand ils fuient le Togo, ils se retrouvent au Ghana. Oui, parce qu'il y a une grande partie de la famille là aussi, parce que moi j'ai mon oncle maternel qui était là-bas et je suis allé rester avec lui. Vous savez ce que me disait hier un Togolais qui travaille pour les réfugiés? Il dit, c'est pas facile de vivre à l'extérieur. Mais ce n'est pas facile de vivre à l'extérieur. On est toujours mieux chez soi. Même quand c'est les conditions d'ici, on est toujours mieux chez soi. On est en équilibre. On est en équilibre. On vit la réalité, on apporte sa part aussi pour qu'on sorte de la situation dans laquelle on est. On a noté beaucoup de réactions depuis que cette histoire a commencé. On a eu des réactions des associations, mais également des partis politiques. À noter que Ferdinand était convoqué pour dimanche. Ferdinand, en réalité, devait être aussi au tribunal le 8, avec le journaliste Kouanou Isidore. Et puis, Joël Lega, il faut dire que Joël Lega, lui, dans ce dossier, il est décédé il y a un an pratiquement. Et certains parlent d'intimidation. Certains parlent de harcèlement. Certains disent qu'on veut fêter la presse. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Oui, je crois qu'il y a eu un procès entre la presse et la HAC qui est chargée de protéger la presse. Bon, ces derniers temps, c'est comme on veut faire taire tout le monde. C'est l'impression que nous avons. Si ce n'est pas le cas, ceux qui sont chargés de protéger la presse et la liberté de parole, qu'ils agissent, c'est tout. Le journaliste Haïti, ça fait un bon bout de temps, je crois qu'il ne dort plus. Et quand il ne dort pas, nous sommes ses compatriotes, nous ne dormirons pas. Et les autorités de ce pays aussi ne dormiront pas. Parce qu'il y a un des fils du pays qui est en déroute, qui est perturbé. Il faut qu'on nous rassure. Donc là, par exemple, comme pour beaucoup, il est important de savoir où il se trouve alors. Oui. Et dans quel état? Dans quel état? Sur les réseaux sociaux, on dit qu'il est en vie, il est en sécurité. On va prier que ce soit ainsi. Mais l'autorité a l'obligation de savoir où se trouve Haïti et de le protéger. Et de nous dire que Haïti est ici, voilà, nous le protégeons. On sait que le journalisme que pratique Ferdinand Haïti est un journalisme pour certains particuliers, le journalisme d'investigation et qui permet quand même de révéler un certain nombre de sujets. Et on sait que depuis quelques années, son journal alternatif a pu révéler un certain nombre de sujets. Certains parleront de scandales. Et là, avec ce qui se passe,
je crois que beaucoup de journalistes ne vont pas vouloir s'inviter dans le journalisme d'investigation. Non. La presse, c'est le quatrième pouvoir. Un pouvoir qui contrôle ceux qui agissent. Vous connaissez l'histoire du Cameroun. Vous connaissez le sort qui a été réservé à un journaliste au Cameroun. Ça s'appelle Martinez Zogo. Oui, mais ce n'est pas possible. Il faut que les autorités sachent que le pouvoir, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir de la presse, le pouvoir judiciaire. Tous ces pouvoirs-là, chacun dans son domaine doit jouer son rôle. Le journaliste d'investigation, ce n'est pas Ferdinand Haïté qui l'a inventé. Ça existe partout dans le monde. Que ce soit en Chine, aux États-Unis, en France, ça existe. Ça doit exister chez nous aussi. Et il faut laisser les gens qui ont une passion pour la bonne gestion de leur pays, les laisser avancer. Donc pour vous, c'est un journalisme qu'on doit plutôt encourager. Mais il faut l'encourager, c'est ça qui met de l'ordre. C'est-à-dire la peur du gendarme. Quand ceux qui volent savent qu'on peut les dénoncer, ils vont se mettre dans les rangs. On dit la peur du gendarme est le début de sagesse. Non, il n'y a pas de truc. Il y a une curiosité dans ce qui se passe. On sait que ce n'est pas la première fois que Ferdinand Haïté a été convoqué, soit au niveau de la justice, soit au niveau de la HAC, Oui. ou même des forces de sécurité. Mais la question, c'est de savoir, mais pourquoi pour cette fois-ci, ça se passe de cette façon-là? Moi, je ne sais pas, mais ce qui est clair, ce que nous savons, c'est que entre-temps, Ferdinand Haïté et Gaye et autres, après, subitement, Gaye est décédé. Qu'est-ce qu'il a eu? Est-ce que c'est les pressions fortes? C'est la psycho? C'est quoi? Mais il y a des institutions qui sont chargées de protéger la liberté de presse. La HAC. La HAC. Un journaliste, parce qu'il a dit ceci, comme ce qui s'est passé au Cameroun, on va le terroriser. Non. Il a le droit de dire ce qu'il a entendu ou vu. Celui qui on le dit, s'il dit qu'il n'a pas fait ça, il viendra prouver que je n'ai pas fait ça. À un moment donné, on avait pensé que le dossier lié à Ferdinand Haïté, Isidore Kouanou et Joël Ega, paix à son âme, dans le même dossier que... Enfin, ce dossier qui les oppose au ministre du gouvernement, on avait pensé à un moment donné que ce dossier était enterré. Mais il faut les enterrer. La dernière fois au Cameroun, il paraît qu'on a mis les menottes à un grand patron pour l'amener en prison. Parce qu'on le suspecte d'avoir été à la base de... Mais l'argent public ne se mange pas seul. Vous ne prendrez jamais l'argent public seul. Il y a toujours des complices. Il y a d'autres qui peuvent aller vous dénoncer. C'est ça, ça laisse toujours des traces. L'argent public, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a la presse, il y a la justice, il y a toutes ces institutions-là pour qu'on prenne conscience qu'il y a les règles à observer. Il faut observer ces règles-là dans la transparence. Ce n'est pas la peine de courir derrière Haïté. Vous êtes un acteur politique. Là, par exemple, on vient de vous écouter. Mais au-delà de tout ce que vous dites ici, certains ont sorti des communiqués, on en a lu. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce que la question aussi, c'est de savoir, après les communiqués, après... Chez nous, on dit, quand l'épervier veut prendre un poussin là, quand on le voit, on crie sur lui, c'est fini. Comme il y a eu tout ce cri-là, si rien n'est encore arrivé à Haïti, c'est fini, il ne lui arrivera plus rien. Tout le monde en est conscient, tout le monde a crié. Même au niveau du gouvernement, tout le monde a pris conscience qu'il y a une anomalie qui se passe. Et ils sont interpellés de faire en sorte que Haïti soit en vie et protégé. Dans toutes les démocraties, c'est, comme vous l'avez dit tantôt, le rôle de la presse, il est très important. Je vais vous demander de porter un regard, que ce regard-là soit un regard juste sur le travail que fait la presse togolaise depuis quelques années. C'est vrai que, sans doute que vous avez de bons points, mais s'il y a aussi de mauvais points, dites-les nous. Vous savez, c'est un travail humain. Et un travail humain, il doit avoir toujours des insuffisances. Il y a certains qui se laissent manipuler. Ça existe aussi. Une force de fausses fake news. Ça aussi, ça existe. Ils n'ont pas encore tout vérifié. Ils le font comme ça. Ça existe. Mais, comme il y a des institutions chargées de protéger, de réguler, il faut que ces institutions-là soient à la hauteur de leur mission. Ils sont là pour protéger la protection.
tamiser pour que les insuffisants qui accueillent ça disparaissent, c'est tout. Ce n'est pas pour dire terroriser les gens, non. La presse, si nous sommes aujourd'hui là où nous sommes, la première conquête que nous avons eu à faire dans les années 90, c'est la liberté de presse et d'association. Et tout ça, moi je pense à Maître Abouibo. Je pense, je pense à Maître Abouibo, qui a fait un vrai combat dans ce domaine-là, au moment où c'était absolument interdit. Mais le peuple a voulu, on a réussi. Donc, il n'est plus question de revenir sur cette liberté-là. Au contraire, la polir davantage. Bien, pour merci. que les éminences apparaissent. Quand on appelle le nom de certains journalistes là, oui, toi-même tu veux aller écouter parce que c'est dense et profond. Merci, nous venons de passer avec vous 45 minutes et comme c'est de tradition tous les dimanches au D12, nous allons avoir la possibilité d'insérer des auditeurs dans le direct pour qu'ils puissent apporter leurs questions, leurs préoccupations. Je rappelle que notre invité du jour, c'est Dr James Abaglo. Il est maire de la commune Golfe 2 et un des cadres des forces démocratiques pour la République FDR. Les deux numéros, 70 43 09 70, 70 43 09 70, et puis 96 50 34 37, 96 50 34 37. Les amis qui nous regardent également dans le monde ont la possibilité de laisser leurs commentaires. J'en ai déjà, par exemple, le commentaire de Rodolphe Nyonfou qui nous regarde depuis Tokyo, au Japon. Vous allez demander conseil à qui, monsieur, et les conteneurs au niveau du campus. C'est vrai que certains pensent que dans le déroulé de l'opération visant le désencombrement des voies, il y a deux poids, deux mesures, puisqu'il y a certains conteneurs qui sont laissés. Non, moi par exemple, le conteneur qui est derrière le campus ici, moi c'est un conteneur qui m'a toujours séduit et j'ai voulu faire dupliquer ça sur une voie qui pourrait être adaptée dans ma commune. Et on a même identifié des lieux où on peut faire des trucs comme ça. C'est pour ça que je dis, après le désencombrement, il y a une partie du travail, c'est quelles sont les normes, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on aménage. On va faire tout ça. Il y a 2 ou 3 rues comme ça dans notre commune que nous, on a demandé à des architectes de nous faire des plans de comment on va l'occuper, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a, mais bon, nous sommes à un début. Donc, certains conteneurs sont tolérés alors? Non, ce n'est pas certains conteneurs, ça dépend de là où le conteneur se trouve. Si vous prenez par exemple derrière la clôture de l'université, en face de vous ici, ça n'encombre absolument rien. C'est une rue secondaire. Sauf si demain, l'État veut étendre la rue là, jusque là, ça devient autre chose. Dans le cas contraire, ce qui est fait là, c'est bien fait, c'est professionnellement fait, c'est très joli. Moi, j'ai même demandé des experts en Europe, il y a 1 an, de nous envoyer des modèles. On a envoyé de l'Allemagne, de Turquie. Il y a des gens à Lomé ici qui en font. Et on a cherché des rues où, quand c'est fait, ce serait très joli. C'est noté. Voilà. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, c'est Pelé? Oui, comment vous allez? Oui, mais en fait, il y a eu cette question-là que moi je vais vous poser d'abord avant que vous me posiez votre question. Quand on parle de Pelé, tout le monde sait que c'est le grand footballeur brésilien qui est mort récemment. Mais comment vous est venu votre nom, Pelé? Vous êtes un footballeur? Vous êtes un grand footballeur alors? Mais on n'a jamais entendu parler de vous dans le pays, là, Pelé. Si vous êtes un grand footballeur, les éperviers sont à la recherche de très grands footballeurs. Ah Si. oui, nous sommes en retraite de collège de actuellement. Allez-y, Pelé. Docteur, bonjour. Bonjour. Ok, félicitations d'abord pour la section de la commune. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Merci pour vos félicitations. Nous avons une direction locale et on a vu que leur petite ligne ne peut rien. Et quand on constate vote 1, vote 2, vote 4, c'est là où il y a la bonne question. Moi, je ne vais pas exagérer, mais c'est là où moi, je la bonne question. Il y a la bonne gestion au-delà aussi de ce que vous venez. Moi, Non. c'est mon constat. Oui, nous, on est des collègues, on s'inspire de ce que vous faites. Mon constat. Non, il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres collègues qui font même des fois même mieux que nous. Vous pouvez s'entraîner, il n'y a pas de souci. Même quand nous constatons comme ça. Merci. Bon, la première question
bon, je pense que c'est un peu politique. En 2015, Maître Apévon a boycotté les élections. En 2020, Maître Apévon du FDR a boycotté les élections. Actuellement, nous sommes en 2023. L'appel de Maître Apévon du FDR nous appelle à être venus à l'union de disposition pour se projeter en 2025. La première question, est-ce que dans l'agenda ou bien dans le répertoire de Maître Apévon, le boycott a trouvé sa fin? La deuxième question, l'appel que vous avez fait, comment ça va démarrer et comment ça va terminer? Ça commence par où et ça se termine par où? Merci. Bien, merci Pédé pour vos préoccupations. Vous pouvez répondre en même temps. Non, d'abord je voulais dire merci à M. Pelé puisqu'il est très présent dans la presse et sur les médias pour donner des conseils pour que le pays soit mieux géré. Merci. Merci pour les félicitations qu'il nous adresse aussi. Ce n'est pas pour dormir sur nos lauriers, mais je profite pour lui dire également qu'il y a plein de collègues d'autres communes qui sont même plus excellents que nous dans la gestion. Ça, nous partageons des expériences avec eux, on avance. Maintenant, 2015, 2020, 2018, il y a eu le boycott. Maître Apévon, on n'a pas boycotté des élections parce qu'il faut les boycotter. En 2015, je me souviens, c'était pour des conditions bien précises, pour que les conditions d'organisation des élections soient claires. C'était les élections à un seul tour, à la CENI. Rien n'était transparent. Toutes les institutions qui encadrent les élections n'ont aucune transparence. C'est, on dirait, des institutions instrumentalisées. Donc, participer à ces élections, c'est aller cautionner ce qui est organisé. Maintenant, il y a une précision qu'il faut apporter. En 2018 et en 2020. 2018, c'était les élections législatives boycottées que nous tous nous regrettons, mais c'était également un parcours. Il fallait boycotter parce que la communauté internationale, surtout la CEDEAO, qui est venue nous accompagner, on dirait qu'elle est venue nous endormir pour que la situation du Togo reste telle. On ne sait quel intérêt la CEDEAO s'est ainsi comportée, mais c'est une réalité. Mais comme dit Mandela, je ne suis jamais, j'apprends. On a appris de ce qui s'est passé en 2018. Par contre, en 2020, un an avant ces élections, l'élection présidentielle, notre parti, les Forces démocratiques pour la République, FDR, avec à sa tête Maître Apévon, sous son inspiration, on a fait une déclaration forte à Afania pour dire, compte tenu des difficultés de vivre ensemble, d'être en cohésion, les rivalités internes, faisons tout pour que nous choisissions quelqu'un pour l'élection présidentielle, cette personne soit de la société civile à l'interne ou bien de la diaspora, pour que nous tous nous puissions nous mettre autour de lui et sa mission sera de nous faire une transition. Et quand on parle de transition, c'est la gestion du pays et par les tenants du pouvoir actuel et nous qui sommes de l'opposition pour qu'on crée les conditions pour un nouveau démarrage, c'est-à-dire ce qu'on devait faire au lendemain des années 90 après la conférence nationale souveraine, on reprend ça. C'était ce qu'on a voulu, une déclaration forte. Maître Apévon ne l'a pas dit seulement du bout des lèvres, mais il a fait le tour de ses collègues principaux qui peuvent adhérer à cette histoire-là. Et le travail même a été commencé jusqu'à aller identifier un certain nombre de nos compatriotes qui étaient des leaders de la société civile, que ce soit ici ou de la diaspora, qui peuvent être sur la liste, qu'on peut tamiser et avoir quelqu'un. Mais au final, c'est clair qu'il y a eu boycott. La question de l'auditeur, c'est que finalement, vous n'allez plus boycotter. Le boycott n'est pas un choix comme ça. Ça dépend de les prochaines élections, vous serez présents. Les prochaines élections, nous serons présents, mais nous voulons que les conditions d'organisation de ces élections-là soient à la hauteur. C'est notre participation. Parce qu'il n'y a rien qui change et on n'aura absolument rien. À quoi ça sert d'aller à ces élections? Mais nous ne boycotterons plus des élections comme ça. Je dis la dernière fois, nous avons appris de ce que nous avons fait. Cette fois-ci, c'est pour ça que vous avez vu le thème de notre rentrée, citoyens. Citoyens, mettons nos énergies ensemble pour sauver le Togo du naufrage. Les citoyens,
C'est ça, c'est très important. Et les FDR, nous voulons être une force aux côtés des autres pour le meilleur devenir de notre pays, le Togo. Alors nous interpellons nos compatriotes individuellement, collectivement. On interpelle l'élite, on interpelle la société civile, on interpelle les leaders politiques et autres pour qu'on prenne conscience qu'il y a une noyade qui se fait sentir. Comment sauver le Togo du naufrage? Et l'état des lieux est fait, pas seulement par les FDR. Nous avons eu le culot seulement, à cause de la liberté de parole, de l'annoncer plus méthodiquement aux autres. Tout le monde a fait l'état des lieux. Que ce soit le pouvoir, le gouvernement, ils savent que nous sommes en plein naufrage. Que ce soit la société civile, on le sait. Mais ils l'ont dit où, là? Ils le disent. Vous avez entendu, non? Une minorité s'accapare des... Non, mais en fait, est-ce que c'est pas vieux? Ce n'est pas non, vieux. Mais en fait, attendez. Oui, mais ça ne peut pas être vieux. Non, mais en fait, ça, par exemple, cette phrase-là, oui, que beaucoup reprennent chaque fois et que l'occasion se présente, est-ce que cette phrase n'est pas dépassée? Elle ne peut pas être dépassée. La lutte, l'histoire de l'humanité, c'est toujours la lutte des opprimés et des oppresseurs. Lui, il a eu le culot de dire, d'interpeller, de s'interpeller, d'interpeller l'élite, les partis politiques. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. S'il le dit, c'est parce que c'est grave, gravissime. Ça fait 10 ans que ça a été fait. Ça fait 10 ans, oui. Les indépendances, la ségrégation raciale. Combien de temps on a mis? Il y a des gens qui ont 10 ans, ils ont été torturés, mais c'est après que ça... Mais donc, selon vous... c'est toujours d'actualité. Cette minorité... La minorité est là. Le compte de la Cour des comptes de la dernière fois pour la gestion des trucs Covid, vous avez appris ça. On a rappelé la fédération, quand notre pays était pour la Coupe du Monde. Il paraît qu'il y a 600 millions qui ont disparu. Vous avez vu la suite? Il paraît que le boulevard, la route de Vaughan, on a détourné des milliards là-bas. On a rétréci la voie. Vous avez appris ça? Est-ce qu'on a vu... Donc, ce n'est pas vieux. C'est ça qui vous fait dire que nous sommes en naufrage. Mais c'est l'état des lieux. Minorité, 600 millions, combien? 26 milliards pour Vaughan, fonds Covid, élection. On fait une élection, quelqu'un qui dit qu'il a gagné, il est dehors. Un monseigneur émérite du Togo, de la capitale, une étoile brillante pour tout notre pays, il est dehors parce qu'il dit, mais est-ce que ce n'est pas le signe de la noyade? Selon vous, alors? Mais pas selon nous, c'est selon tout le monde. Non, mais en fait, quand je dis, par exemple... Cette position n'est sans doute pas partagée par le pouvoir. Puisque, par exemple, quand vous revenez sur le rapport... Oui. Mais vous savez la position du gouvernement sur le rapport. Oui, mais le rapport, là, c'est le rapport de la Cour des comptes. Oui, justement. C'est la Cour des comptes. C'est le rapport de la Cour des comptes. Et la position du gouvernement aussi, c'est une entité. La Cour des comptes, c'est une entité. Et le gouvernement ne partage pas votre position. Je dis le gouvernement, c'est une entité. La Cour des comptes, c'est une entité. Nous, les partis politiques, nous sommes une entité. Le peuple souverain aussi est une entité. Et tout ce qu'on vient de citer, il y a certains que le gouvernement lui-même a cité. Notez, c'est noté pour vous. On va retourner au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom c'est... Maoko, vous êtes à l'antenne. Allez-y. En fait, moi, je voulais interpeller M. le maire par rapport au problème de l'incendie qu'on a trouvé nos frères qui vont dans la zone de Bégranaoui. Il a été dit plusieurs fois, mais ça continue. Et le 2, je n'ai pas bien suivi la première au début de la question. Ok, donc ils sont nos frères. Oui. Ils font des puperies. Oui, les frères qui vendent les puperies. On va une machine de Hédjanaoui. D'accord. Oui, Hédjanaoui, nous avons les toits, chaque minute pratiquement, il y a toujours des feux. Oh, ouais. Et ça dérange clairement. Pourtant, c'est interdit. Donc, j'aimerais vous rappeler, monsieur. Merci. Et le 2, les arbres qui veulent planter au bord des routes, au lieu de mettre toujours des pavés plein partout. Merci à vous. Bien, merci. Bon, pour les puperies, je crois que c'est un défi. On a tenté quelque chose, on a eu quelques résultats, mais c'est des résultats qu'il faut pérenniser et améliorer. Ça, je suis d'accord avec lui parce que derrière le marché, c'était horrible. Mais Dieu merci, on a réussi avec l'accompagnement d'autres structures, on a amélioré un peu. Mais il y a encore du chemin à faire et nous serons ensemble, comme il le dit, à le faire. Pour les arbres, au niveau de notre commune, nous avons cette chance que
s'il plaît à Dieu, avec l'accompagnement des habitants, nous aurons la commune la plus verte du Togo. On a des atouts sur ce terrain, on a des partenaires. Il reste maintenant notre engagement citoyen à planter ces arbres en les choisissant et en les protégeant. Parce qu'un arbre planté sans arroser, sans soin, ça ne sert absolument à rien. Donc, nous sommes que la première richesse de notre commune, c'est les ressources humaines. Nous allons nous organiser, notre PDC est prêt. Nous avons des atouts pour des arbres, on veut nous aider et puis on va le faire pour que ça donne l'image qu'il faut pour la lutte contre le changement climatique et en même temps aussi l'embellissement de cadre de vie. On a commune la plus verte du Togo. Est-ce que c'est pas trop ambitieux? On sait très bien qu'il y a la région des plateaux où on peut pas comparer. Non, non, je ne dis pas ça sous forme de forêt. Non, la ville, c'est le pôle urbain la plus verte. C'est des arbres plantés pour embellir et en même temps pour participer. C'est pourquoi s'y construire à Lomé, oui, mais... Oui, bon, ça se comprend. Ok, on vous a compris. Lomé ne peut pas se comparer à Palimé ou à Tapamé. On vous a compris. Ça, c'est clair. Merci. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Gérard. Gérard, allez-y. Oui, je salue M. Maire, Mes respects. parce que je suis un de ses administrés. Ah, merci. Merci. Or, depuis que vous êtes là, moi je vous toujours qu'il y a eu un changement. Or, chaque fois, c'est pourquoi il est très intéressant de prôner l'alternance. Parce que quand il y a alternance, c'est que l'autre qui viendra, même si c'est une seule maison seulement qu'il a fait, c'est qu'il y a eu changement quand même. Merci. Donc, je vous apprécie depuis que vous êtes là. Mais là où j'ai été un peu surpris, c'est au niveau de la politique du désencombrement que le gouvernement a essayé de mettre en place. Et je ne sais pas par quelle alchimie ça a vite pris feu comme ça. C'est-à-dire qu'en 3 mois, on a tout fait pour dégager les gens. Maintenant, la question que moi je me pose, vous n'avez pas prévu des endroits pour les intéressés. Et voilà qu'il y a certains qui se retrouvent maintenant à la maison et qui ne font rien, qui n'ont même pas trouvé un petit coin pour au moins installer les conteneurs et travailler. Or, même vous connaissez la situation. Nous venons de sortir tout juste d'une crise sanitaire où on avait tout bloqué et les activités ne marchaient pas. Pourquoi, monsieur le maire, la question, pourquoi vous n'avez pas éprouvé l'idée du maire de Golfe-4 à ce qu'on vous accorde au moins 6 mois pour essayer de soulager un certain peu vos administrés? Merci. Merci pour l'appréciation que vous faites de ce que nous faisons. L'alternance a toujours quelque chose de positif, c'est ça. Maintenant, pour le désencombrement, ce n'est pas le gouvernement qui a instauré. Nous, on a commencé le désencombrement dans notre commune il y a 2 ans. Il y a 2 ans, nous étions interpellés par nos administrés parce qu'il y a trop d'anomalies dans les rues pavées et bitumées. On a déjà fait 2 campagnes pendant 2 ans sur ce territoire-là. Maintenant, le gouvernement est venu accompagner encore ce qu'on est en train de faire. Le problème que pose le désencombrement, ce n'est pas un sursis de 6 mois qui le règle. Ce n'est pas un sursis de 6 mois. Ce n'est pas un sursis de 6 mois. Il y a des situations qu'on peut régler séance tenante, illico presto, sans dommage à qui que ce soit. Nous, on l'a réglé. Il y a des situations où vous allez, en 1 semaine ou 2, c'est réglé. Il y a d'autres où c'est des cas particuliers où on est interpellé, où il faut réfléchir. Donc, ce n'est pas un délai de 6 mois qui permet de régler la chose. C'est vrai qu'il y a des collègues qui en ont parlé, mais c'est une situation un peu plus complexe. Maintenant, quelles sont les possibilités de réinstallation de ceux qui devaient partir? Nous, chez nous, nous avons cette chance d'avoir le marché de Ritrana. Oui, on a sollicité la direction de l'EPAM qui nous a demandé qu'il y a cette possibilité. Il y a des zones d'aménagement là-bas. Il y a le marché d'Atigo qui a une grande capacité parce que c'est un marché qui est construit mais qui est vide, qui peut absorber les gens. Il y a le périmètre de la Sarthe et autres que nous sollicitons et dans les quartiers,
qu'il y a des domaines privés que nous avons identifiés. Et il y a aussi, quand les populations même comprennent, plus de la moitié se sont installés de manière stratégique des choses. Ils ont pu se réinstaller que nous-mêmes, on n'avait jamais imaginé. Donc, la campagne de désencombrement, c'est une opportunité. Opportunité pour rendre la ville belle, pour sécuriser les rues de notre commune. C'est une opportunité pour certains propriétaires de faire des affaires. C'est une opportunité pour des domaines à valoriser. Donc, c'est tout ça là qu'il faut mettre ensemble. C'est pour ça que moi, je me réjouis de la position du gouvernement qui parle de pédagogie, de méthodologie. Ça veut dire qu'on nous demande de réfléchir avec nos concitoyens pour trouver la meilleure des solutions pour que le désencombrement apporte tous ses fruits. Allô? L'audit, est-ce que finalement on va l'avoir? Allô? Bonjour. Oui. Oui, bon, tout à l'heure, vous parlez de l'immunité par la tête du pays qui s'est passé. Bon, un modèle à la qualité. C'est pour dire que ce que la Cour vient de donner comme rapport, c'est ça. L'immunité par la tête du pays. Quand une institution part, on dit que bon, on part, on s'enfuit de ça. Donc, c'est important que le pays, c'est un modèle. Bon, deuxième point, je veux revenir à docteur. Quand il parlait de la candidature en 2020, le choix n'était pas le choix du futur civil. D'accord, nous sommes d'accord. Mais est-ce que le candidat a gagné? C'est là où il y a posé de question. Est-ce que le candidat qu'on avait choisi a gagné? Merci. Bien, merci, Pelé. Une réaction à sa réaction. Oui, est-ce que le candidat a gagné? Quand vous êtes en face d'un pouvoir qui veut conserver le pouvoir, il y a le défi à 3 niveaux. Le combat, quand on veut faire un combat, on mobilise les troupes. Quand on mobilise les troupes, on structure les troupes, on le dote d'un commandement. Quand on va aux élections, aller voter, se cacher, voter, c'est rien. Le lendemain, il faut réclamer sa victoire. Ça, c'est obligatoire, c'est un passage obligé. Maintenant, pour la réclamation, il faut s'organiser. Et après la réclamation, quand on a le pouvoir, on le gère. Si vous n'avez pas cette structuration, vous n'aurez rien. C'est ce qui s'est passé avec nous. Nous, on a dit aux gens d'aller voter en leur âme et conscience pour tous les candidats de l'opposition. On voulait un seul, on avait à l'époque 6. Alors, maintenant, le lendemain, pour que j'ai gagné, quand vous sortiez et dire on a gagné, mobiliser les troupes, il faut mobiliser les gens. Moi, je me souviens quand on a dit aux gens de sortir, j'ai dit je suis sorti, mais je ne suis pas de la DMK, mais je suis sorti. Mais je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. Et donc, c'est ces 3 étapes-là qu'il faut toujours avoir en tête. Quand on fait les élections, il faut aller voter pour quelqu'un, il faut réclamer sa victoire, et après, il faut gérer dans l'intérêt. Bien, merci. Allô? Oui. Bonjour, M. Théo. Bonjour. M. Coco. Coco, allez-y. Je dis bonjour au docteur. Mes respects. Et maire également. Merci. Voilà. Félicitations pour ce qu'ils sont en train de faire dans leur commune. Merci. Et tout le temps, je passe par là. Merci. Moi, je suis dans le groupe 7 maintenant. Merci. Félicitations. Merci. Ma seule préoccupation est celle-ci. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Et je pense que dans leur code, oui, dans leur code, il doit avoir la police municipale. Jusqu'à présent, on n'a pas eu cette police municipale. Et c'est dû à quoi? Parce que nous assistons à des actes d'incivisme un peu partout dans la ville. C'est ça ma question. Bien, merci, Coco, pour votre question. Elle est brève, mais elle est importante. Oui. À défaut de la police municipale que nous n'avons pas encore, parce que c'est un test qui doit le réglementer, nous avons nos services techniques qui jouent ce rôle. Nous avons le service des infrastructures de l'environnement et autres. Donc, pour sensibiliser, si des fois sanctionner certains qui se comportent de manière incivique. Donc, c'est ce que nous faisons et c'est ce qui est un peu la pratique au niveau de presque toutes les communes. Mais très, très rapidement, que ce soit au niveau de l'autorité centrale ou à notre niveau, à la réunion d'hier, avant-hier, pardon, à la primature, il y a beaucoup de gens sont revenus sur ce problème. Tanga Sitor, tout ça là, pour mettre un peu plus d'ordre et sensibiliser. Des fois même entrer dans les maisons pour voir comment on gère les maisons sur le plan hygiénique, ainsi de suite. Voilà, c'est pour
des raisons de santé. Ça va venir. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Pierrot. Oui. Je vous salue, notre maire. Et moi, je sais que c'est Papa Sodine, mais en fait, chaque fois quand vous intervenez, vous vous présentez. Bon, j'ai vécu une scène le lundi passé là. Bon, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas des engorgements de rue là. Des encombrements. Des encombrements, voilà. Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas. Ce n'est pas dans le dos de casser les conteneurs, non. C'est de laisser passage aux piétons. Le lundi soir, il y a une scène qui s'est passée. C'est-à-dire, le matin, on laisse les rues, ou bien les trottoirs bien clairs. Mais la nuit, on vient s'installer. Le soir, il y a quelqu'un au retour du marché, là. Il y a certaines personnes qui passent. Et arriver, c'est pas dans votre domaine, hein, c'est dans le golfe 4. Il y a quelqu'un qui est passé le dispensaire d'Amoutivé, allant vers le marché d'Amoutivé. Et voilà qu'il n'a plus de place là-bas à passer, il est obligé de passer sur la côté. Et le moto à l'électricité qu'ils ont installé tout à l'heure là, le petit moto là, l'a ramassé. Heureusement que la personne n'est pas gravement blessée, mais les gens n'ont pas cessé d'encombrer la rue le soir. Merci. Merci pour votre témoignage. C'est clair, nous avons pris conscience de cela et nous avons eu une équipe qui circule la nuit pour ce qu'on ne fait pas le jour, il ne faut pas qu'on le fasse la nuit. C'est-à-dire que les trottoirs doivent être totalement libérés pour permettre la circulation des piétons. Et voilà, c'est pour sécuriter la voie. Donc la nuit, les gens ont tendance à tout encombrer. Ça, c'est clair. Allô? Alors, Oui. bonjour monsieur. Bonjour. Je réponds au nom de la GO. Ouais. Je salue l'invité. Merci, bonjour. Je n'ai pas une question particulière à l'invité, mais depuis la semaine passée, je cherche l'occasion pour interpeller l'autorité par rapport à une situation qui particulièrement me dérange sur la voie publique. Je ne sais pas si vous saisissez. Oui, allez-y, allez-y. Oui, depuis la semaine passée, j'ai constaté un phénomène au feu rouge de Granaoui. Ce matin aussi au niveau de Agoué, partout au niveau de GTA aussi, il y a une dame qui est tellement souffrante et qui nécessite une opération. Et dans la famille a fait une délégation et au feu rouge, il demande de l'aide. Et quand vous voyez la dame en question, c'est pénible et ça peut verser les larmes. Et toute la semaine, j'ai essayé de rentrer en contact avec l'édition de Madame, j'ai oublié son nom. Marceline. Mais heureusement que cette semaine, on a célébré la femme la journée de la femme. Et je vais interpeller le ministère de la femme ou les actions sociales pour qu'ils viennent en aide à cette femme qui son cas est vraiment curieux. Et quand je discute avec quelqu'un aujourd'hui, il me dit que c'est depuis novembre, il est en train de comprendre ça. Mais je refuse de croire que la famille a transformé ce mal en un fonds de commerce. Mais si c'est de l'aide qu'elle veut, que l'autorité prenne en charge ses responsabilités pour pouvoir soulager cette dame qui est gravement souffrante. Bien, merci pour l'alerte que vous portez sur les médias. Monsieur le maire, vous venez d'écouter ce témoignage. Il a bien chuté que la famille ne prenne ça pour un fonds de commerce. Quand on est malade, ce n'est pas au feu rouge qu'on vient demander, mais il y a l'hôpital, ils peuvent aller à l'hôpital, il y a un service des affaires sociales dans les hôpitaux, il y a des institutions qui appuient les gens et quand la question sera prise en compte à l'hôpital qui a des besoins et que la dame est vraiment souffrante, a des difficultés, et on remonte toutes ces informations-là et à qui de droit pour pouvoir accompagner. Donc ce n'est pas au feu rouge qu'on vient faire les... Donc des fois c'est... Mais il y a une nouveauté au niveau des carrefours à Lomé depuis quelque temps. On se croirait dans certaines villes, je ne vais pas nommer le Sénégal. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de jeunes qui sont là, qui demandent de l'argent, qui font des gestes, qui veulent manger. Avant, c'est au niveau de Décon que vous avez ça, mais
Aujourd'hui, vous avez ça un peu partout dans la ville de Lomé. Quand on parle de désencombrement, il y a tout ça qui fait partie de ce jeu. Désencombrement, tous ceux qui sont là, qui sont des enfants qui peuvent se transformer en tout, qui peuvent constituer des dangers. Et on ne peut pas il faut les accompagner, on doit trouver une formule. Moi, chaque fois quand je parle, je suis interpellé, je crois qu'on doit trouver une solution à ces enfants qui sont là. Pourquoi ils sont dans cet état? C'est les parents, c'est quoi? Je crois qu'il faut aller au fond de la question. Donc le désencombrement doit prendre en compte ces enfants-là. Ça, oui. c'est important. Oui, oui. Allô? En fait, il y a cette question qui est laissée également sur les réseaux sociaux. En parlant de la commune Golfe 2, on fait référence au marché, on fait allusion au marché de Rikranaoui, où il y a souvent des inondations. Et chaque fois qu'il pleut, le marché se transforme carrément en un étang. Là. Non, la dernière fois aussi également, on en a parlé. L'année dernière, on a été très fortement interpellés. C'est parce qu'il y a un bassin dans le marché qui doit recueillir les eaux du bassin du marché. Mais également, maintenant, il y a des travaux d'assainissement dans le périmètre qui se sont joints à ça. Et la pente n'a pas été assez bien faite. Maintenant, c'est plus ou moins corrigé. On attend cette saison pour voir comment ça va se passer. Et donc, l'année dernière, il y a eu une panne de la pompe aussi. Et ça a fait courir tout le monde dans tous les sens. Et on va prier que cette année, tout ce qui a été fait comme correction règle le problème. Merci. Non, en fait, on revient donc aux élections, puisque cette semaine, on a constaté que des responsables des séries ont été nommés, et on sait très bien qu'au Togo, à chaque élection, il y a des dissensions sur cette structure qui accompagne ou qui organise les élections. Cette année, quel est votre regard ou votre position sur la CENI d'abord, et puis sur ces démembrements qui sont en train de se mettre en place? La situation des CENI, des élections, ça fait partie également de l'état des lieux sur lequel nous avons un consensus absolu. C'est-à-dire, le gouvernement sait qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, la société civile sait que ce qu'on fait, ce n'est pas ça qui est bien, les partis politiques également, et le peuple aussi dit ce n'est pas ça, puisque les élections de 2020, il y a des gens, une bonne partie des gens qui sont dehors d'une anomalie. Alors, pour qu'on pense à des élections futures, il faut penser à améliorer le cadre, de le rendre le plus inclusif possible. Ce n'est pas le cas. Nous, au FDR, nous avons participé à toutes les démarches qui puissent permettre de rendre ce cadre la plus inclusif en allant à toutes les réunions initiées par le gouvernement, mais les rares résultats obtenus, je crois qu'on les a au niveau de l'Assemblée monocolore, on l'a encore vidé et on a mis en place une CENI qui est en fait une CENI d'un seul bord. Alors, quand c'est d'un seul bord, alors que les élections de 2020, ce n'est pas encore vidé, je ne sais à quoi on va aller en 2023, 2024 ou 2025, je ne sais pas. Donc, dans notre rentrée politique, par la voix de notre président national, Maître Paul de Diapevon, l'autorité a été interpellée. La conscience collective a été interpellée. Les leaders des partis politiques de la société, nous avons été tous interpellés. Si on veut continuer à faire comme on le fait par le passé, on aura les mêmes résultats et la noyade sera assurée pour nous tous. C'est pour ça qu'on s'interpelle pour sauver le pays du naufrage. Donc, ce qui est en place là, les CELI tels que composés, la CENI tels que composés, les bureaux de vote tels qu'on les compose, ainsi de suite, c'est préparer le terrain à la noyade. Et quand c'est bien préparé, une noyade bien préparée, on ne s'en sort, personne n'est sauvé. Donc, est-ce que cela veut dire que si la situation elle reste telle, on risque de ne pas avoir les FDR, parce que vous parlez de noyade là? Oui, les FDR, c'est parce qu'on a vu venir le danger que le Seigneur nous a interpellés de parler à nos frères. Et en tant que berger, Maître Apevon a trouvé les mots justes pour parler à tout le monde, en interpellant vous aussi la presse pour que vous relayez ce que vous êtes en train de faire brillamment, pour que tout le monde sache que nous sommes avertis. Et on dit un homme averti en vaut deux. Nous savons ce qui nous attend. Et donc, notre souhait, c'est que les choses changent. On change de paradigme, que nous sommes tous interpellés. Mais cette semaine, les présidents de série ont été nommés. Ça ne veut encore rien dire.
Vous espérez que, Ça ne veut vous encore espérez que des retouches peuvent être encore apportées C'est une obligation. On dit on a interpellé les magistrats, les avocats, les juristes, les forces de sécurité, les professeurs d'université, les chefs traditionnels, les citoyens lambda, les chefs de partis politiques. Tout le monde a été interpellé. Mais est-ce que c'est pas ça aussi, c'est pas la première fois? Ce n'est pas la première fois, c'est vrai, mais la pédagogie, c'est la répétition. Et cette fois-ci, dans une sorte de solennité. C'est la première fois où on fait des élections où celui qui prétend avoir gagné est dehors avec un religieux émérite d'un certain âge qui est également dehors. Donc, tout ça là, c'est les points négatifs que le Togo est en train d'afficher. Est-ce que c'est ça qui vous fait dire que l'élection de 2020 n'est pas totalement vidée? Il n'est pas vidé. S'il était vidé, au moins celui qui a gagné, celui qui a perdu ou gagné, les deux doivent être sur le même territoire. Et dire que j'ai perdu cette fois-ci, la prochaine fois, je vais mieux m'organiser pour gagner. Bon, Mais ce n'est pas mais le cas. pourquoi justement ça soit totalement vidé? Qu'est-ce que vous, par exemple, vous proposez? Oui, mais celui qui est à la tête du pays doit faire rentrer tous ses compatriotes qui sont dehors. C'est une obligation. Tout le monde doit revenir. Et surtout, particulièrement, Monseigneur Podro. Il doit revenir. On doit aller le chercher, le ramener. Parce que c'est une icône, qu'on le veuille ou pas. C'est lui qui a présidé notre conférence Nations souveraine. La transition, c'était lui. Il doit revenir à cet âge. Évêque émérite, Église catholique. La doctrine sociale de l'Église nous oblige à le ramener et de le laisser continuer de parler et de prier pour nous. C'est une obligation. Là, Et ça, c'est toutes les institutions de la République qui sont interpellées. C'est nous tous qui sommes interpellés. On peut réclamer le retour de Monseigneur Podro. est-ce que les FDS sont au CPC? Nous étions à toutes les étapes, mais après qu'on a constaté qu'on a tout vidé, que c'est comme si on nous utilisait comme des marionnettes. Non, en fait, je vous pose la question On a montré pour savoir on éventuellement. a montré notre bonne foi, notre président. Pour savoir éventuellement pourquoi est-ce que la question n'est pas posée à ce niveau-là. On sait que cette semaine, cette structure, celle de nouveau réunis. Et cette semaine, quand vous parlez de Monseigneur Poduro, il y a eu deux choses. D'abord, cette annonce qui a été relayée sur les réseaux sociaux comme quoi il serait décédé. Et puis, par la suite, lui-même, son intervention pour apporter un démenti. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment est-ce que vous avez vécu cet épisode-là? Quand j'ai d'abord appris le décès de Monseigneur Podro, j'ai pris ma tête entre mes deux mains. Notre pays est sali sur le plan mondial. Après, quand j'ai revu Monseigneur Podro parler qu'il est encore vivant, j'ai dit nous avons la chance de sauver la face. C'est urgent d'aller chercher Monseigneur Podro qu'il vienne un jour mourir dans son pays pour que toutes les bénédictions du Seigneur pleuvent sur ce pays lors de l'humanité. Et ensuite, j'ai vu l'opportunité de l'appel des FDR en demandant solennellement, humblement, respectueusement au chef de l'État d'user de son statut de chef de l'État, de faire en sorte que tous les exilés, tous ceux qui sont partis reviennent, tous ceux qui sont en prison soient libérés. Il a ce pouvoir, on le lui demande très humblement et avec beaucoup de respect. Je crois que c'était opportun et j'ai cru que c'était une inspiration divine qu'il parle en ce moment-là. Et je crois qu'une fois c'est dit, ce qui doit être fait, il faut que cela suive. Président, vous êtes chrétien, hein? Je suis chrétien. Voilà. Oui, est-ce que vous pensez que ce que vous venez de dire, la partie que vous donnez à une prière ou à une bénédiction venant, par exemple, de Monseigneur Podro, est-ce que vous pensez que cela peut être partagé par des gens qui ne sont pas de la même obédience, qui ne croient pas à ce que vous croyez? Que disent les chrétiens que les non-chrétiens ne disent pas? Nous sommes tous... Vous pensez que Monseigneur Podro, par exemple, représente la même chose pour tous les Togolais? Mais moi, j'ai vu Monseigneur Podro dans son cheminement à nos côtés avec les musulmans. Et la dernière fois, on a fait un culte vaudou. J'ai vu, il y a un grand chef vaudou qui est un homme qui est décédé. J'ai vu l'église catholique là-bas présente. Qui parle de croyance, parle de Dieu. C'est fini.
C'est vrai aussi que de plus en plus de Togolais, ceux qui sont des chrétiens, ils parlent de Dieu dans le combat que les Togolais mènent pour plus de démocratie dans notre pays. Et à un moment donné, on se demande si Dieu a abandonné le Togo. En fait, c'est-à-dire certains qui se posent la question de cette façon-là aussi. Parce que... Pour Dieu, la vie est un combat. Un combat pour se libérer. Et tout ce que nous avons fait comme combat, nous avons reçu les fruits. Beaucoup travailler, avoir un peu de chance, c'est-à-dire un peu prier aussi, et puis vous avez les résultats. C'est grâce à Dieu que nous avons la liberté de presse et la liberté d'association. Vous vous souvenez quand Jean-Paul II était là, il est allé au couvent de Togoville, s'il est Nigblin là-bas. Oui, après il les a invités à Rome. C'est pour lui dire que nous partageons tous la même chose. Et la liberté de l'homme, c'est quand l'homme est libre qu'il est plus brillant, il est à l'image de Dieu. Et Dieu nous veut heureux. Et l'histoire de notre humanité, c'est l'histoire de la lutte de classe. Les pauvres qui sont opprimés par les riches. Et donc, on dit aux pauvres de se réunir pour rééquilibrer les choses. Et quand on rééquilibre, le pauvre ne fait jamais du mal aux riches. Au contraire, il équilibre pour que nous soyons tous des fils de Dieu. C'est ce que nous voulons au FDR, aux côtés des autres forces politiques pour l'avenir de notre pays. Peut-être une des dernières questions qui est laissée par de nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Il dit, j'aimerais que notre invité nous parle un peu des réalisations qui sont à l'actif de leur conseil municipal dans le Golfe 2, puisque dans la commune de Baguida, je ne vois rien. Donc, il dit, peut-être que votre intervention peut le soulager un peu. Je n'ai pas vraiment son nom. Non, je commence pas. Dans Baguida, il y a quelque chose. Dans Baguida, il y a quelque chose, parce que moi, j'en ai vu. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait dans le Golfe 2? Nous avons éclairé au moins une dizaine de kilomètres de voies publiques éclairées, éclairage public. Ça, c'est un. Deux, le bassin de Bézé, qui est en plein centre-ville. Nous avons... Bézé, c'est où? Bézé, c'est à Huiti, Tokon-Huiti, vers Novici. On l'a augmenté, on a multiplié sa capacité de réception par 3. Maintenant, on cherche l'exutoire pour que l'eau puisse partir. Au niveau de Edaoba, il y a une rétention d'eau là qui pose problème. On l'a également dragué et réaménagé. Il y a un point critique d'eau aussi vers Apakiba. On a éliminé ce point critique là. Ça, c'est ce qui est fait. Nous avons doté toutes les écoles primaires publiques de notre commune, les jardins d'enfants de toutes ces écoles-là d'équipement. Nous avons doté toutes ces écoles-là de tables-bancs. On a réhabilité des bâtiments. Par nous, il y a certains que des anciens élèves ont réhabilité. Je veux parler de EPP Moutigomé. Ils ont eu une association qu'ils appellent Benodou. Ils ont réhabilité l'école là-bas, 2 bâtiments. Il y a également à Nico Palako où les anciens élèves ont réhabilité et nous, en récompense, nous aussi, on a construit un bâtiment de 3 salles de classe là. Il y a le PP 23 septembre. On a travaillé, on a réhabilité des bâtiments là-bas. Donc, on a fait un certain nombre de choses. C'est vrai que... Vous trouvez l'argent où? Il y a nos contribuables, les 150, les 200, les 2500, les 10 000 francs qu'on va leur prendre. Il y a un peu l'OTR qui nous fait quelque chose. C'est ça qu'on utilise pour faire ce travail. Et chaque année, nous leur faisons le compte rendu. Et je me réjouis, on était à un compte rendu. Les gens étaient si contents à notre grande crainte que ce qu'ils donnent là, c'est des dîmes. S'ils gagnent quelque chose, eux aussi doivent donner quelque chose. Vous parlez de dîmes. Des dîmes, c'est ce que nos contributeurs disent que leur contribution, ils vont appeler ça dîme. Que quand ils nous donnent, on a pu faire tout ce travail avec, qu'ils auront la bénédiction du Seigneur. Et donc, on s'est embrassés, on s'est séparés. Vous parlez de dîmes, vous parlez de Seigneur, vous parlez de bénédiction. Nous allons vous demander de prier pour qu'on clôture l'émission. Oui. Notre grande prière, c'est que tous les Togolais répondent à l'appel lancé par le président national de FDR, Force démocratique pour la République, Maître Apevon, en s'interpellant que notre pays va au naufrage. Notre pays est menacé et en danger. Nous devons être dans le peloton de tête pour être l'ordre de l'humanité. Donc, mettons-nous ensemble pour que notre pays redevienne un pays normal, pour que ceux qui sont au pouvoir, nous qui sommes de l'opposition, on
on ait la même vision pour notre pays, pour avancer. Merci. Merci d'être venu, Dr James Maglo. Vous êtes le maire de la commune Golfe 2. Vous êtes également des Forces démocratiques pour la République. Cette émission, elle s'achève. Merci à Vincent Lasbogakou d'ailleurs pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobwe. Bonne suite de programme sur Pyramide FM. Au revoir. Viva Trump, pasteur.